Militarisation de l'espace, on verra après la différence entre militarisation et arsenalisation. Mais je voudrais commencer mon propos par quelque chose par un sujet d'actualité et qui illustre très bien mon sujet du jour. L'Ukraine. L'Ukraine, tout le monde la regarde, cette crise aux portes de l'Europe, et c'est une traduction justement de la militarisation de l'espace. Et notamment, et maintenant que je suis dans le milieu du commerce, puisque Eutelsat est un acteur commercial de l'espace, de l'importance de l'espace commercial dans une guerre. Et l'espace en Ukraine, il sert aussi bien aux frappes de précision, principalement du côté ukrainien, il sert à la détection avancée des tirs de missiles balistiques russes contre l'Ukraine. Il sert au renseignement. On parle beaucoup de l'appui des puissances occidentales à l'armée ukrainienne en termes de renseignement. Il sert à de nombreuses activités militaires et il est peut-être un des facteurs de l'actuel succès des offensives ukrainiennes contre l'armée russe. Donc on a aujourd'hui en face de nous la concrétisation de ce que c'est que la militarisation de l'espace en appui des opérations militaires. Ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, vous tous, jeunes et moins jeunes, vous avez devant vous peut-être encore une fois une démonstration de l'utilisation du spatial militaire, patrimonial et commercial à des fins militaires. Alors actuellement, vous avez grosso modo 5000 satellites qui tournent, qui sont au-dessus de nos têtes. La majorité d'entre eux sont des satellites commerciaux, bien sûr. Quelques centaines seulement sont des satellites militaires. La plupart sont américains, chinois ou russes ou chinois. Je fais une petite parenthèse. Pendant la guerre froide, les deux grandes puissances spatiales, États-Unis, Russie, si on considère le nombre de lancements de lanceurs et de satellites, la Russie était le premier acteur spatial au monde, avec les États-Unis qui le talonnaient. Et la Chine un peu plus loin. À l'heure actuelle, si on considère le nombre de lancements, c'est la Chine qui est devenue le numéro 1, et c'est les États-Unis qui sont le numéro 2. Alors, c'est relatif, parce qu'après, quand on compte le nombre d'objets qui est dans l'espace, ce sont les États-Unis qui sont premiers. Mais la Russie s'est fait larguer dans la course à l'espace. Alors, je reviens sur le cas de l'Ukraine, qui est, à mon avis, une très bonne illustration de la militarisation de l'espace. Tout d'abord, l'observation. Vous avez tous été les témoins de l'utilisation du spatial militaire, mais vous avez les témoins de l'utilisation du spatial commercial, civil, à des fins d'observation du conflit, et l'exemple du massacre de Boutcha. Le massacre de Boutcha, je rappelle, cette ville qui est reprise par les forces ukrainiennes, on découvre des charniers avec la preuve de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Et la défense des Russes, c'est de dire « ces cadavres, ils étaient là avant qu'on arrive » ou « ces cadavres, ils sont là après notre départ ». Et c'est grâce aux images par satellite commerciales qu'il a été mis en évidence que ces cadavres n'étaient pas là avant l'arrivée des Russes et qu'ils étaient là avant que les Russes ne quittent Boutcha. Une démonstration par l'image, depuis l'espace, de la vérité des massacres de Boutcha. Voilà un exemple d'utilisation de l'observation commerciale depuis l'espace. La National Geospatial Agency, la NGA américaine, qui est une agence militaire au profit du département de la Défense américain, a multiplié par plus de 2, d'après son directeur, le nombre d'images qu'il a récupérées sur l'Ukraine. Vous pensez bien qu'aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs, le sujet ukrainien est au cœur des activités actuellement des services de renseignement. La NGA
est une agence de renseignement, la plus grande en matière d'imagerie. Eh bien, la NGA, elle n'a pas multiplié par 2 ces satellites d'observation type Keyhole ou autres. Elle a tout simplement multiplié par 2, voire plus de 2, l'accès aux images commerciales. La NGA, et j'ai été à l'époque, quand j'étais le sous-directeur des opérations à la direction du renseignement militaire, vous l'avez rappelé, j'ai été notamment celui qui a été amené à signer un accord entre la NGA et la direction du renseignement militaire pour des échanges d'images, parce qu'en France, nous avons des satellites d'observation et la NGA a les siens. Et on s'échangeait des images pour augmenter nos capacités. Parce que les satellites d'observation, ça tourne et ça ne reste pas au même endroit. Donc plus on multiplie les objets et plus on a de chances d'avoir des images qui sont au plus près de l'événement, de l'historique de l'événement. Et le Robert Cardillo, qui était à ce moment-là le directeur de la NGA, me disait je suis ravi de l'accord que je signe avec la France, mais sache, mon cher Serge, que vous n'êtes pas les seuls. Moi, mon boulot, c'est de signer un maximum d'accords avec un maximum d'acteurs militaires et civils. Et en fait, son but à la NGA, c'était non seulement d'utiliser ces images à lui, de ces satellites Keyhole par exemple, mais de venir recevoir toutes les images possibles et imaginables, militaires alliés, France, Japon, Allemagne, etc., et commerciaux. Et comme ça, il me disait, je pourrais avoir une image de tout point du globe toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Il rajoutait, mais souviens-toi d'une chose, le succès de mon entreprise repose sur 3 mots-clés, library, library, library. Capacité de stockage. Capacité de stockage. Ça demande des téraoctets de capacité de stockage. Donc la NGA, fort grand consommateur d'images commerciales, et c'est, vous l'avez tous vu, c'est notamment grâce à ces images militaires ou commerciales. Or, vous avez accès aux images commerciales, parce que les images militaires, on ne les met pas forcément dans les médias et à la destination du grand public que nous sommes. Ce sont toutes ces images commerciales qui ont été ensuite interprétées, exploitées par les interprétateurs images de la NGA, ou qui sont livrées à votre sagacité ou à la sagacité de certains groupes. Je pense à des groupes extrêmement performants qui font de l'investigation numérique comme Bellingcat. Vous avez peut-être entendu parler de cet organisme largement armé par des anciens sous-officiers et officiers renseignement britanniques qui mettent ces images en ligne et qui en donnent l'interprétation. Et ces images, elles nous ont permis, vous tous, de voir les préparatifs de l'invasion de l'Ukraine. Il fallait quand même être aveugle pour ne pas voir ce qui allait arriver. Alors, d'aucuns vous disent, oui, il y en a certains qui ont été aveugles. C'est quand même à se poser des questions. Vous aviez tout sur la table, c'était une décision d'ailleurs politique américaine de mettre tout le renseignement sur la table pour essayer de dissuader Poutine. Ça n'a pas fonctionné, mais on avait tous les éléments pour savoir qu'il y allait. Mais ce sont aussi ces mêmes images que vous avez pu voir, que j'ai pu voir, qui suivaient le croiseur Moskva, ou je ne parle pas russe, je suis désolé, et qui a permis notamment aux Ukrainiens de savoir à peu près où il était, et à partir de ces images satellites, de mener d'autres actions qui ont permis jusqu'à sa destruction. Phénomène nouveau quand même, en tout cas à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit une cagnotte en ligne en Ukraine avec des gens qui ont donné de l'argent pour s'acheter l'exclusivité, ou presque, des services d'un satellite d'observation civile. En l'occurrence, c'était un satellite finlandais, ICEYE, et qui a coûté 16 millions de dollars. Et c'est une cagnotte en ligne qui a permis aux services ukrainiens dorénavant d'accéder en priorité aux images de ce satellite. Je crois que l'investissement de 16 millions de dollars a été largement, le retour sur investissement a été largement rempli quand on voit les destructions que les Ukrainiens sont en train de faire sur les forces russes. Alors ça, c'est l'observation. L'observation est militaire et civile. Vous avez un autre aspect qui est décisif dans une guerre,
et qui illustre encore une fois ce qui se passe depuis l'espace vers le théâtre d'opération en Ukraine, c'est ce qu'on appelle le PNT, Positioning, Navigation et Timing. C'est le GPS, c'est pour les États-Unis, c'est Galileo aujourd'hui un peu et beaucoup demain pour l'Europe, c'est Beidou pour les Chinois, c'est GLONASS pour les Russes. Le PNT, ça permet quoi? Eh bien, ça permet des tirs de précision, ce qui visiblement fait défaut aux Russes. C'est une question de doctrine aussi. Eux, c'est le rouleau compresseur, comme ils l'ont fait en Syrie ou ailleurs. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le même principe. C'est l'artillerie, je balance tout, je me fiche des dommages collatéraux, je détruis tout et j'avance, et j'avance, et j'avance. Regardez ce qui s'est passé à Alep, regardez ce qui s'est passé à Grozny, regardez ce qui s'est passé au début de la guerre en Ukraine après l'échec de la première phase des opérations spéciales. L'utilisation d'armements de précision, justement grâce à cette localisation très précise qu'offre un système comme le GPS, eh bien, dès lors que les Américains ont fourni des HIMARS, vous avez tous entendu maintenant parler du HIMARS, ce véhicule à roues qui tire des roquettes jusqu'à 80 km, vous imaginez bien qu'à 80 km, pour avoir de la grande précision, il faut utiliser ce type de service PNT. Et c'est l'utilisation du GPS avec ce type de roquette HIMARS qui permet des tirs de très grande précision qui font des dégâts incroyables dans les rangs russes. Alors les Russes ne sont pas en reste. Ils ont aussi des capacités de tir de précision. Mais ils ont tellement négligé en fait ces nouvelles technologies qu'ils les ont dans des formats échantillonnaires. Et s'ils ont utilisé des armes guidées GPS ou GLONASS pour eux sur l'Ukraine pour des missiles de croisière, puisqu'ils ont tiré plusieurs fois des missiles de croisière, leur utilisation est plutôt rare. Ce qui tend à se généraliser en ce moment avec l'appui des Occidentaux du côté ukrainien. Et là où ils ont besoin de tirer 100 roquettes ou 100 obus, eh bien, les Ukrainiens se permettent maintenant de tirer une roquette ou un obus pour la même efficacité. Parce qu'au-delà de la roquette, les Américains ont livré aussi des munitions dites Excalibur. La munition Excalibur, c'est un obus d'artillerie qui lui-même est guidé GPS. Et là où les artilleurs français, il y a encore quelques années, ou américains, avaient, dans une moindre mesure, en tout cas pas comparable avec ce que font les Russes ont une tradition d'artillerie très forte. Eh bien, là où on avait besoin de tirer plusieurs obus pour un résultat, maintenant, un obus suffit à toucher l'objectif qu'on s'est désigné. Donc, le PNT, le Positioning, Navigation and Timing, le service PNT, est décisif dans les combats et explique sans doute aussi largement l'efficacité des frappes actuellement ukrainiennes. Alors vous allez me dire, le GPS, il est militaire. Oui, à l'origine, le GPS, c'était l'US Air Force, c'était militaire. Mais la décision du président Clinton à l'époque, ça a été de l'ouvrir. Alors certes, le GPS, il dispose de clés qui font que le civil a une précision qui est moindre par rapport à celle du militaire. Mais regardez dans votre iPhone, quand vous allez vous promener, vous avez maintenant une précision qui est extrême avec votre GPS. Et aujourd'hui ou demain avec Galileo, et avec Beidou, et avec GLONASS. Et si vous avez des systèmes qui mixent plusieurs de ces services, vous avez une précision encore plus grande. L'autre aspect que je voudrais aborder, alors là, je vais maîtriser parce que je représente quand même aussi mon groupe Eutelsat, ce sont les télécommunications spatiales. Alors, il y en a un, c'est notre concurrent à nous, alors je ne vais pas lui en faire trop de pub, il y en a un qui fait un sacré buzz en télécommunications spatiales dans le cadre du conflit ukrainien, c'est Elon Musk avec Starlink. Vous avez tous entendu parler de Elon Musk qui a mis ses antennes et ses services de sa nouvelle constellation en orbite basse qui s'appelle Starlink à la disposition des Ukrainiens. Bon, principalement, et franchement, c'est bien, c'est très bien ce qu'il a fait. Là où, comme toute opération militaire interarmée, il y a eu une phase de la part des Russes cinétique, ça veut dire je détruis les pylônes de télécommunications, je détruis les antennes BTS qui traînent ici et là. Il y a eu une action de guerre électronique, il y a eu une action de cyber, on va en reparler.
la destruction des capacités de SATCOM ou terrestres de télécommunications, elles ont été comblées en partie par Elon Musk, qui a voulu faire une super publicité de sa constellation et de son service, a distribué des petites antennes, des petits terminaux, et qui servaient notamment, on les plaçait, on a vu des images, des reportages et même des recommandations d'Elon Musk qui disaient éloignez les antennes de vos habitations parce que ces antennes, elles émettent, elles peuvent être reconnues par les Russes et elles peuvent faire l'objet de frappes. Donc éloignez-les, mais par exemple, mettez une antenne à côté d'une mairie et puis comme ça, vous pourrez de nouveau passer des appels téléphoniques, vous pourrez de nouveau disposer de connectivité. Il a fait un super boulot et vous imaginez bien qu'il n'y a pas que les civils qui n'ont plus l'Internet ou qui n'ont plus le téléphone à la maison qui utilisent les terminaux d'Elon Musk, il y a aussi les militaires. Et les militaires, eh bien, ils sont comme tous les militaires du monde. Dès lors qu'ils ne peuvent plus communiquer, eh bien, ils vont chercher le système qui marche encore, qui fonctionne. Et souvent, en tout cas, à de nombreux endroits du front, eh bien, il n'y avait plus que la possibilité d'utiliser la constellation d'Elon Musk, de Starlink, pour pouvoir communiquer, pour des opérations militaires, pour donner des ordres. Petite parenthèse, mais qui a son importance. Songez que l'Ukraine, c'était un nombre réduit d'équipements soviétiques, je dis bien soviétiques, servis par des hommes motivés et formés depuis 2014 par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bref, avec des doctrines occidentales. Eh bien, ce petit nombre d'hommes et d'équipements a su résister aux mêmes équipements soviétiques, en bien plus grand nombre, servis par des gens qui n'étaient pas forcément motivés et qui répondaient à une doctrine soviétique. Et notamment avec une hypercentralisation du commandement, là où à l'OTAN et dans les doctrines occidentales, notamment la France, on apprend à déléguer au plus bas niveau. Vous avez des lieutenants, des capitaines ukrainiens qui sont responsables de leur zone et qui savent agir, qui ont l'agilité de celui qui est sur le terrain, là où les Russes, au début, 3 commandements opératifs, tout ça, ça remontait à Moscou, et c'était le comble de la rigidité et de la lourdeur qui ont fait que l'agilité j'allais dire, a parfaitement résisté au grand nombre qui était beaucoup plus centralisé. Mais vous comprendrez bien que cette délégation au plus bas niveau, elle exige quand même des liaisons pour pouvoir recevoir les ordres, recevoir les directives et pouvoir rendre compte. D'où l'importance de ces télécommunications. Et dès lors que votre réseau d'infrastructures terrestres a été détruit ou a été brouillé, parce que les Russes sont des champions aussi du brouillage électromagnétique, vous imaginez bien que la résilience repose sur le nombre et la diversité des moyens de communication. Observation, précision, télécommunication, voilà des usages spatiaux, militaires et commerciaux et civils qui ont fait la démonstration de leur efficacité en Ukraine. Et à travers ces exemples, on voit la dépendance croissante des activités militaires, qu'elles soient terre, qu'elles soient air, qu'elles soient mer, qui dépendent de l'espace. Mais vous comprendrez du même coup que puisque les opérations militaires dépendent de l'espace, eh bien l'espace maintenant devient une cible parce que l'adversaire comprend que vous dépendez des capacités spatiales. Et donc l'espace en lui-même devient un champ de confrontation potentielle. Alors, champ de confrontation potentielle, on n'en est pas encore là, quoique. Pour prendre l'exemple de l'Ukraine, il n'y a pas eu d'action dans l'espace à proprement parler. Nous le savons très bien, nous, chez Eutelsat, parce que nous avons été les témoins en première ligne des actions qui ont pu être menées. Et il y a eu un mélange des genres qui a été donné dans les médias, de dire l'opérateur américain Viasat a fait l'objet d'une attaque dans son segment spatial. D'aucuns se sont prononcés un peu vite, ce n'était pas le cas. Il y a eu des actions dans l'espace, mais ça fait longtemps qu'on les voit, qu'on les rencontre.
c'est le brouillage GPS. Ce service PNT que j'ai évoqué, celui qui permet d'avoir une très grande précision de localisation, a fait l'objet de brouillage. Mais ça, le brouillage GPS, on l'a rencontré en Syrie, on l'a rencontré lorsque les marins se promènent au large de l'Iran, ils le rencontrent régulièrement, le brouillage du GPS, pour que, eh bien, on oblige les militaires à revenir à la carte et à la centrale à inertie. Le brouillage GPS, ce n'est pas nouveau, mais c'est systématique maintenant. Et au-delà du brouillage qui nous gêne dans la précision de localisation, il peut y avoir même maintenant de nouvelles actions qui sont celles de la déception, où on vous fait croire que vous êtes là alors que vous êtes ici. Il y a eu un exemple récent où, a priori, les Chinois ont usé de la déception du GPS pour amener un bâtiment américain, non plus dans l'espace maritime international, mais dans les eaux territoriales chinoises. Et derrière, strong protest, etc., etc. Mais vous imaginez les conséquences qu'on peut avoir lorsqu'on vous fait croire que vous êtes ici alors que vous êtes là. Donc, il y a eu effectivement une action en Ukraine dans l'espace avec du brouillage GPS. En revanche, en télécommunication spatiale, il y a eu une action, mais pas sur le segment spatial, mais sur le segment sol. Parce qu'actuellement, et on y reviendra, l'espace, c'est d'abord depuis l'espace vers la Terre. Et il y a un segment spatial ne peut pas fonctionner sans son segment sol. Et le segment sol est aussi important que les objets qui sont là-haut. Et on l'oublie trop souvent. L'action qui a été menée par les Russes le 24 février, lors de la première phase tout à fait conventionnelle, action cinétique, des bombes, action de guerre électronique, du brouillage, et pour la première fois, en tout cas à cette échelle, une action cyber. Une action d'attaque cyber sur le segment sol de l'opérateur américain Viasat. Alors pourquoi Viasat ? Eh bien, lors des élections en 2014, il y a eu la volonté de l'OSCE de vérifier la régularité des élections, et il a été décidé de demander à un opérateur commercial comme Viasat de fournir, l'OSCE a payé, de fournir les terminaux qui permettaient de mettre des observateurs auprès d'un certain nombre de bureaux de vote et de pouvoir en direct, via cette infrastructure spatiale, parce que l'infrastructure terrestre était insuffisante, les zones blanches. En venant ici, j'en ai croisé quelques-unes. Quand je repars de mon chalet en Haute-Savoie vers Paris, j'en croise aussi. Donc la France, il y a beaucoup de zones blanches. Il y a des pays comme l'Ukraine où les zones blanches sont encore plus grandes. Eh bien, pour pouvoir communiquer en direct le bon fonctionnement des élections, l'OSCE avait décidé de commander à Viasat toute je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de terminaux pour pouvoir communiquer. Une fois que les élections sont passées, ces terminaux, on les a retrouvés sans usage. Et à ce moment-là, l'armée ukrainienne, première erreur, a dit « Eh ben nous, on va récupérer ces terminaux et on va les utiliser pour notre armée ». Vous imaginez bien que depuis la crise avec la Crimée, les planificateurs russes, ça fait un bout de temps qu'ils préparent l'invasion qui a été celle du 24 février. Et quand les planificateurs ils voient dans les journaux que l'armée ukrainienne va utiliser un opérateur commercial de télécommunications spatiales Viasat pour ses propres communications, vous imaginez bien que les services de renseignement russes et les planificateurs russes ont commencé à creuser l'affaire en se disant « Tiens, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce réseau à usage militaire ». Et ça n'a pas manqué. Le 24 février, hasard, eh bien, attaque cyber et le réseau sol du service KASAT de Viasat, il explose. C'était une attaque cyber du type Zero Day, ça veut dire qu'on installe en amont eh bien, la bombe à retardement qui viendra exploser le jour où on la déclenchera, et vous avez tout le segment sol du satellite KASAT qui a cassé avec des dizaines de milliers de modems qu'on n'a même pas pu rebooter, qu'on n'a pas pu remettre à zéro, qui ont carrément été pétés et qu'il fallait renvoyer en usine pour les réparer. Vous imaginez combien ça a été efficace. Donc, voilà une autre illustration qui n'est pas dans l'espace, mais qui est une composante inséparable des objets qui sont dans l'espace et qui a fait l'objet d'une attaque cyber au même titre que l'attaque de guerre électronique et au même titre que l'attaque cinétique du 24 février. Alors,
Brouillage GPS, les SATCOM attaqués dans leur segment sol. On peut imaginer que cette attaque cyber du segment sol se fera aussi dans le segment spatial. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc dire que la militarisation de l'espace est en route, c'est un doux euphémisme. La militarisation de l'espace, ça fait belle lurette qu'elle a commencé. Et je ne vais pas remonter pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Washington. Je vous invite à aller voir le musée de l'espace à Washington et vous y verrez, alors là on ne parle même plus de militarisation de l'espace, c'est carrément de l'arsenalisation, vous y trouverez un canon de 23 mm russe qui était prévu d'être monté sur satellite pendant la guerre froide dans les années 60. Donc déjà à l'époque, on se disait l'espace, on va se tirer entre nous, il va y avoir duel à plusieurs milliers de kilomètres là-haut. Ça a vite arrêté parce qu'il y a eu une sorte de moratoire où on a dit on arrête les conneries, mais ça n'empêche pas que l'espace est d'ores et déjà, et depuis plusieurs décennies, un champ d'exploitation en appui des opérations militaires en surface de la Terre. Alors, je vous ai illustré l'Ukraine avec l'observation, avec la précision, la localisation, avec les SATCOM. Je vais revenir sur ce qu'on appelle la militarisation de l'espace, et vous expliquer que, militaire ou civil, on arrive à utiliser effectivement l'espace dans de nombreux domaines. Alors, je vais commencer par l'observation. L'observation, ce qu'on appelle dans le renseignement d'origine image. L'avantage du spatial, c'est qu'il est non intrusif. Il n'y a pas d'espace aérien, d'espace spatial comme l'espace aérien. Il faudra qu'on revienne d'ailleurs sur les définitions de espace aérien et espace extra ou exo-atmosphérique. Ça aussi, c'est un peu compliqué, c'est même très flou. Mais là-haut, les premières orbites étant entre environ 180 km, un satellite, il peut passer et personne ne peut lui contester son passage. T2 sur A3 égale constante, c'est les lois de Kepler. Vous lancez un objet, il est mis en orbite et il tourne. Et il tourne. Et jusqu'à ce que vous lui donniez une impulsion, il restera sur le même plan orbital. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et personne ne peut le contester. Vous imaginez bien qu'en temps de paix, vous ne pouvez pas envoyer un Rafale avec son pod Rocco-NG parce qu'il est soumis à l'autorisation de survol d'un pays souverain. Vous imaginez bien aussi qu'un drone, même s'il n'est pas piloté à bord et piloté à distance, c'est un objet volant qui est dans l'espace aérien et qui est soumis lui-même aux contraintes d'un pays souverain qui donnera l'autorisation ou pas. Un satellite, lui, eh ben non. Le satellite, il est à 180, 200, 250 km au-dessus de vos têtes. C'est pas loin, 180 km. Et il tourne, et il tourne, et il prend des images. Donc l'avantage d'un satellite d'observation, c'est que justement, il n'est pas intrusif. C'est sa grande force, et c'est l'objet privilégié des services de renseignement dans la phase d'anticipation, des planificateurs des opérations militaires quand ils préparent les plans d'une opération militaire, c'est qu'ils peuvent, dans la durée, sans encore une fois violer l'espace aérien d'un pays souverain, prendre des images. Je vous donnais l'anecdote de Robert Cardillo du NJA qui disait « Je veux un maximum d'images, qu'elles soient civiles, indiennes, taïwanaises, chinoises, chiliennes ou ce qu'on veut. Et moi, je récupère tout ça pour avoir toutes les 15 minutes l'assurance d'avoir une image de n'importe quel point du globe. » Alors, l'image, le renseignement d'origine image, ce sont le visible, hein, l'image dans le visible, dans le spectre du visible. Ça ne marche que le jour. C'est aussi dans l'infrarouge, où ça marche de jour et de nuit, donc c'est quand même pas mal. C'est le multispectral et même l'hyperspectral. Alors, c'est quoi Eh bien, tout simplement, une application la plus évidente. Grâce à l'hyperspectral, on est capable, par exemple, je vais vous donner l'exemple, puisque ça a été cité, j'ai eu la chance et l'honneur de commander l'opération Chamal contre Daesh en Irak et en Syrie. L'un des moyens pour Daesh d'échapper, alors là, il n'y avait pas de limitation de survol, à tous les drones, à tous les appareils de reconnaissance qui étaient au-dessus d'eux et de leurs satellites, c'était de s'enterrer. Et il y a eu des réseaux de souterrains dans leur capitale syrienne, à Raqqa,
ou dans leur capitale irakienne à Mossoul, des kilomètres de souterrains qui avaient été aménagés pour passer d'une ligne à une autre, d'un endroit à un autre. Eh bien, nous, pour essayer de trouver ces tunnels, on cherchait le tas de terre, parce que quand on creuse, il y a de la terre, et on cherchait les tas de terre, et on se disait, tiens, il y a un tas de terre, il y a une taupinière, là, donc il y a un trou pas loin. Alors souvent, ils le faisaient dans une maison, donc ce n'était pas évident, mais au moins, on pouvait dire, ils ne s'amusent pas à aller mettre leur terre à 20-30 km de là, on pouvait déjà déduire qu'il y avait des activités à un endroit donné. Et l'hyperspectral, il va vous permettre non pas d'aller sous la terre, mais de voir le moindre petit mouvement de terrain. Et lorsque vous creusez un tunnel, ça s'enfonce de 1 mm ou 2 mm ou 3 mm. L'hyperspectral vous permettra de savoir où est-ce qu'il y a des tunnels. Donc vous imaginez, avec ces capacités d'observation, ce qu'elles peuvent vous amener en termes militaires pour savoir les activités et l'infrastructure de votre adversaire. Ça sert les images qu'on prend là-haut, ça sert aussi au ciblage. Le ciblage, pour les militaires, c'est très important, surtout quand on veut éviter les dommages collatéraux. Les Occidentaux ont cette faiblesse, mais moi je crois que c'est leur honneur, à dire la guerre c'est dégueulasse, mais on ne va pas la rendre plus dégueulasse qu'elle ne l'est. Et donc on va essayer de faire ça en limitant strictement, avec une logique de proportionnalité et de nécessité et de distinction, de limiter ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Alors, l'observation spatiale vous permet de préparer, des cibles, des dossiers de ciblage avec des très grandes précisions en termes de précision de l'image. On en a déjà parlé de la positionnement, mais aussi des données GPS. Mais ça vous permet aussi, une fois que vous êtes en guerre et d'avoir frappé un objectif, d'avoir ce qu'on appelle le Battle Damage Assessment, de savoir si effectivement la frappe a fonctionné et s'il y a besoin d'y retourner ou si une frappe a suffi. Et lorsque vous avez frappé un adversaire, il n'y a plus la surprise. Il est même très difficile d'y aller peut-être avec des moyens aériens. Et l'imagerie spatiale est un moyen non intrusif de participer au Battle Damage Assessment. Alors, ça sert aussi dans le ciblage, et ça c'est une chose que j'ai vécue moi-même. On rentre là dans la logique de ciblage, mais aussi de contre-prolifération. Je prends l'exemple du programme nucléaire iranien, avec le site de Natanz. Le site de Natanz, très vite, on avait deviné, on avait su, par des moyens ou autres, que c'était là que se préparait le programme nucléaire iranien d'enrichissement avec ces milliers de centrifugeuses qui lui permettent d'enrichir l'uranium. Eh bien, en passant régulièrement par satellite, avec un satellite au-dessus de ce site, on a vu du 6e sous-sol au 6e étage la construction. Savoir où est-ce qu'il y avait une dalle bétonnée, où est-ce que c'était épais de telle épaisseur, béton armé, etc. Vous imaginez bien qu'avec ce type de détail où le millefeuille était régulièrement survolé, on connaissait parfaitement le site de Natanz. Et si un jour on nous avait dit il faut frapper le site de Natanz pour mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien, ce qui ne s'est pas passé, eh bien on aurait été en mesure de dire il nous faut tel type d'armement avec tel type de retard à l'explosion. Il faut savoir qu'une bombe, ça se règle. Et ce n'est pas forcément lorsqu'elle touche quelque chose qu'elle explose. Ça tombe, vous imaginez 1000 kilos qui tombent à une très grande vitesse, l'énergie cinétique accumulée est énorme. Ça va traverser un toit, le premier plancher, le deuxième plancher, le troisième plancher. Et si on a réglé le retard à l'explosion de façon à ce que ça explose au troisième ou au quatrième ou au cinquième plancher, eh bien, suivant l'endroit où on a deviné, parce qu'on a suivi les travaux, que c'est là qu'étaient installées les centrifugeuses, on pouvait parfaitement adapter le ciblage suivant l'effet désiré. Alors, l'image depuis l'espace, c'est aussi les produits géographiques numériques. Les données géographiques de référence, ce qu'on appelle le MNT, le modèle numérique de terrain. Il faut savoir qu'un missile de croisière, utilisé par les militaires, ça a deux formes de carburant.
le carburant qui fait fonctionner le moteur, et le carburant des données géographiques. Parce que toute la navigation du missile de croisière se fait à partir de ce modèle numérique de terrain. Et donc, ce sont les satellites d'observation qui permettent la capture de toutes ces images et de permettre à un missile de croisière, comme à un avion piloté d'ailleurs. Vous savez que les pilotes avant, quand ils parlaient de leur mission, ils étaient toujours comme ça, et puis comme ça, comme ça. Maintenant, quand ils parlent de leur mission, ils sont comme ça, parce qu'en fait, ils ne touchent même plus le manche, et c'est le radar de suivi de terrain qui fait tout le reste. Et bien tout ça, ça ne fonctionne qu'avec un modèle numérique de terrain, et ce sont les satellites d'observation qui permettent de le faire. Alors, ce sont des données extrêmement sensibles et extrêmement précises. Et c'est là toute l'importance de la complémentarité du souverain militaire et du commercial, c'est que vous pouvez avoir plein d'images, mais à un moment donné, il faudra repasser par le filtre souverain pour être sûr que les données géographiques que l'opérateur commercial peut vous fournir sont effectivement correctes, pertinentes, précises, suffisamment précises. Une anecdote, lorsque je commandais l'opération Chamal, en fait, l'opération Chamal, c'était le volet français de l'opération en coalition, qui était une US-led operation, une US-led coalition. Donc c'était un général américain qui était le patron de l'opération. Et moi, j'étais là pour l'aider, du moins l'aider autant que je pouvais. J'étais dans son command groupe et j'apportais tous les éléments français. Nous avions des capacités très significatives. On a mis les canons, le porte-avions, son groupe aéronaval, les avions de l'armée de l'air basés en Jordanie, nos forces spéciales, etc. La France était le deuxième contributeur derrière les États-Unis. Et moi, mon but, c'était de fournir un maximum de dossiers d'objectifs à la coalition, de façon à ce que ce ne soient pas des avions français qui tirent des objectifs français, mais que ce soit des avions français qui tirent des objectifs qui ont été élaborés par les Américains ou des avions américains qui tirent des objectifs qui ont été élaborés par les Français. Eh bien, il faut savoir que j'ai rencontré au début un véritable goulet d'étranglement, parce que tous les dossiers d'objectifs qu'on leur proposait, et qui étaient remarquablement bien faits, eh bien, les Américains les repassaient à la moulinette américaine, parce qu'ils disaient « je ne suis pas sûr de la qualité, de la précision de vos données géographiques ». Donc vous imaginez bien le goulet d'étranglement que ça représentait, et c'était tout le combat que j'ai mené et que mes successeurs ont mené, c'était de dire « faites-nous confiance, on n'est pas plus con que les autres, regardez, on a des armements de précision aussi ». Mais comme les Américains ne voulaient surtout pas rentrer et se faire accuser en cas de dommages collatéraux, eh bien, ils voulaient toujours repasser leurs données géographiques à leur propre moulinette. Je vois vous approcher, vous me faites déjà un... Je sais qu'un certain nombre de nos étudiants vont avoir des cours qui reprennent. On peut peut-être faire une parenthèse pour quelques questions. Alors, je vais vite passer sur le ROIM. L'espace, c'est aussi le ROEM, le renseignement d'origine électromagnétique. Et vous avez une capacité, depuis le spatial, d'écoute des communications. Les communications, qu'elles soient dans l'espace ou qu'elles soient par faisceau hertzien ou d'autres natures, elles traversent l'éther. Elles sont dans l'espace, ce sont des ondes. Eh bien, avec le ROEM, on est capable d'écouter les communications qui sont autour de nous, qui sont dans l'éther. Et là, c'est une exclusivité militaire. C'est une exclusivité militaire. En France, on a les systèmes CERES, qui sont des satellites d'écoute. Les Américains en ont bien plus, les autres puissances aussi. Mais vient se rajouter là quelque chose de nouveau à travers l'Internet de l'objet. Parce qu'on est en train de construire avec les constellations en orbite basse un Internet. Il y a l'Internet de surface, celui qui est dans les fibres et qui est autour de nous, dans toute cette infrastructure terrestre. Avec ces constellations qui sont en orbite basse, on est en train de construire un Internet de l'espace. Et grâce à cet Internet de l'espace, on peut faire de l'IoT, l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, c'est tout simplement pouvoir suivre, grâce à une petite puce, un conteneur, un avion, un homme, un opérateur militaire ou autre chose. Et pour faire de l'Internet de l'objet, consubstantiel de l'Internet de l'objet, il y a la surveillance du spectre. Ça veut dire que quelque chose qui était exclusivement militaire va rentrer dans le champ du commercial
Parce que pour pouvoir envoyer un signal qui permet de connecter un objet, eh bien, on va devoir surveiller le spectre. Alors, vous n'allez pas rentrer dans la conversation de quelqu'un qui parle avec un autre, mais vous allez décrire le paysage électromagnétique. Et c'est une opinion très personnelle d'un professionnel à la retraite, le nombre de généraux russes qui se sont fait taper par les Ukrainiens, c'est parce que leur poste de commandement de théâtre présente une signature électromagnétique plus grande qu'ailleurs. Et il suffit que par la surveillance du spectre, vous sachiez où est-ce qu'il y a ce pic d'activité électromagnétique. Et derrière, vous envoyez un autre capteur image et vous pouvez dire, là, il y a un poste de commandement. Et là, je vois mon obus Excalibur ou mon HIMARS. Et là, je tape le général russe qui commande la région. Voilà comment se passe en ce moment l'écoute depuis l'espace, exclusivité militaire, qui devient maintenant un enjeu commercial, puisque l'Internet de l'objet, c'est un potentiel commercial de business qu'aucun opérateur de satellite ne veut manquer. Ajoute, alors dans l'observation, je n'ai pas mentionné l'observation radar qui vous permet aussi de vous affranchir du jour, de nuit et puis des nuages. Et puis pour le ROM, au-delà des écoutes, eh bien, ça a été développé au tout début sur l'écoute des systèmes radars antibalistiques. Vous savez que la dissuasion, c'est être sûr de pouvoir envoyer sa bombe nucléaire sur l'adversaire. Il faut impérativement que la dissuasion, l'objet arrive à destination, sinon ça ne dissuade plus personne. Eh bien, les Russes, les Chinois, les Américains ont installé des énormes radars qui permettent de voir les missiles partir et de pouvoir prévenir. Eh bien, ces radars, depuis l'espace, on peut savoir dans quelle fréquence ils fonctionnent, tous leurs paramètres, longueur d'impulsion, période de répétition des impulsions, etc., etc. Donc, soit on peut les brouiller à partir de tous ces éléments qui ont été collectés, soit on peut savoir qu'ils sont en maintenance tous les mercredis, ou qu'ils sont en panne depuis 15 jours. Et ça permet, en termes de dissuasion, de savoir par où il faudrait éventuellement faire passer nos missiles balistiques. Les SATCOM. Alors, oui, on devrait laisser passer les questions, mais là, on arrive à un sujet qui est passionnant, c'est celui du New Space. Les communications par satellite, jusqu'à présent, c'était en géostationnaire, 36 000 km, fixe par rapport à l'équateur. En fait, le satellite, il est dans une boîte, puis il n'arrête pas de bouger. Il fait une sorte de 8, et il faut le piloter. C'est pour ça qu'un opérateur comme Eutelsat, il pilote ses satellites. Mais pour un observateur au sol, c'est fixe. Si vous voyez des antennes de satellites au sol, elles sont toutes orientées vers le sud. Inutile de regarder la mousse sur les arbres pour voir où est le nord. Vous regardez une antenne, elle est vers le sud. Parce que c'est à l'équateur. Vous êtes chez les Néo-Zélandais, c'est orienté vers le nord. Eh bien, cette position en géostationnaire, c'est extrêmement bien parce que c'est fixe. Et ce qu'on appelle la géo, le géostationnaire, les systèmes de télécommunication par satellite, au début, c'était de la télévision, ce qu'on appelle le broadcast. On envoie, telle une douche, à tout le monde, le même programme, vous avez votre antenne, et puis vous regardez Mbappé marquer son but, tous en même temps. Maintenant, on entre dans l'ère on passe du broadcast au broadband. C'est-à-dire que maintenant, vous ne regardez pas forcément TF1 pour voir Mbappé marquer, mais vous regardez plutôt sur votre tablette, et peut-être pas au moment où en direct, mais un peu plus tard. Bref, chacun a son mode pour regarder les informations. Donc, ce qu'on appelle le broadband, la connectivité, ça exige non plus maintenant des mégahertz, mais des mégabits. Et les derniers satellites qu'on envoie là-haut, le dernier que Eutelsat a lancé il y a un peu moins d'un mois, construit par TASS, lancé par Ariane, c'est un satellite qui fait 500 gigabits seconde. 8 mètres 8 de haut. TASS, il n'avait jamais vu un satellite aussi gros, il avait peur que ça ne passe pas son plafond. C'est énorme. On envoie des cathédrales là-haut. Et les prochains satellites que TASS va construire, ce sera 1 terabit seconde qui seront disponibles là-haut. Et de surcroît, au lieu d'avoir une grosse tâche au sol, les tâches sont de plus en plus façonnées en fonction du besoin. Et maintenant, avec ce qu'on appelle les satellites flexibles, on est même carrément capable de faire un spot
tel le spot d'un orchestre ou d'un théâtre, qui suit l'acteur. On prend l'exemple, le groupe Charles de Gaulle quitte Toulon, on lui met le spot et il le suit jusqu'au large de l'Irak, de la Syrie. Là, il fait ses opérations, il a encore besoin de plus de débit, on lui met plus d'énergie, alors que pendant tout son transit, on pouvait partager entre son suivi et puis peut-être des opérations au Mali. Et puis là, il quitte la Syrie pour aller faire relâche. Et ben, le BIM, on l'envoie ailleurs où les militaires en ont besoin. Bref, les satellites deviennent flexibles avec des capacités, des débits énormes. Sauf qu'en géo, 2 problèmes. L'empreinte au sol, elle ne va pas très haut dans le nord. En clair, au-dessus de 60 degrés nord, il n'y a plus de géo. Or, Poutine, il nous montre qu'il nous agace, nous, et les enjeux, ils sont peut-être très septentrionaux. Et donc, comment on va faire si on n'a plus de SATCOM pour faire la guerre? Parce que le satellite géostationnaire, au-delà de 60 degrés nord, eh ben, il fonctionne moins bien, même presque plus du tout. Et puis l'autre problème qu'il a, le satellite géostationnaire, c'est qu'il a une faible latence. Vous avez tous vu et entendu TF1, qui est à Paris, juste derrière le périphérique, qui parle à quelqu'un qui est devant l'Élysée, 1 kilomètre à vol d'oiseau. Alors, qu'est-ce qu'a dit le président au Conseil des ministres? Eh bien, il a dit que tout allait bien et la baisse des impôts est assurée. Merci. C'est ce qu'on appelle le temps de latence. Je vous annonce une bonne nouvelle, les impôts diminuent. Le temps de latence, 36 000 km, au lieu de parler directement comme on pourrait le faire avec un faisceau hertzien ou autre, au lieu de faire 1 km, il fait 36 000 km, puis 36 000 km. Même avec la vitesse de la lumière, ça met du temps. C'est de l'ordre presque de la seconde. Presque de la seconde. Et l'amiral Vendier, récemment, et je le cite toujours à chaque fois que je vais voir les militaires français, l'amiral Vendier, qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot et qui est loin d'être bête, puisqu'en plus c'est plus un poisson volant qu'un marin, mais là il va y avoir discussion, pilote de l'aéronavale, il a tenu les propos suivants devant la commission de défense en disant « La guerre navale, elle se prépare depuis l'espace avec les plus faibles latences. » Et pourquoi les plus faibles latences? Parce que face à la menace des armes hypersoniques, qui vont très vite, il va être obligé, lui, de disperser au maximum sa force navale, qui ne seront plus en line of sight, qui ne pourront plus se parler entre elles directement à vue, mais qui vont être écartées. Et pour pouvoir ensemble, tous ces capteurs, continuer à faire ensemble, à créer la picture, j'allais dire l'image en temps réel ou quasi réel de la situation tactique, eh bien, il est obligé d'avoir des capteurs qui se parlent le plus vite possible pour que cette image, surtout face à des armements hypersoniques, soit, j'allais dire, pertinente. Et bien ça, il ne peut pas se le permettre avec du géostationnaire. Parce que la seconde, avec un hypersonique, ça va très vite. Et c'est la raison pour laquelle l'amiral Vendier, il a dit tout commence en orbite basse, avec les latences les plus faibles. Parce qu'en orbite basse, nous, ça y est, on vient d'acquérir OneWeb, la constellation la moins américaine qui soit. Elle est à 1000 bornes. Elon Musk, il a la sienne à 500 bornes. On est en dessous des 100 millisecondes. Et demain, le SCAF, l'avion de combat futur, qui est prévu pour avoir des remote carriers, pour avoir des drones autour de lui, pour leurrer l'adversaire, qui ne saura jamais lequel est piloté et lequel commande l'ensemble. Un essaim, quoi. Vous imaginez ces avions qui vont se déplacer à 600 nœuds, 1000 km/h, se permettent d'avoir des temps de latence qui sont de l'ordre de la seconde? Là, on va dans le crash. Il faut avoir les latences les plus faibles. Et les Américains s'y sont pas trompés. La DARPA, l'agence d'innovation de l'US DoD, il est en train de mettre un fric dingue là où on dit Elon Musk, c'est privé, c'est un start-upper, etc., etc. Non seulement il a débauché tous les ingénieurs de la NASA, il y a eu des financements de la NASA, mais maintenant il a des milliards qui sont donnés par l'US DoD pour qu'il soit en mesure de créer partout dans le monde une bulle tactique, un cloud de combat qui permettra à des avions, à des bateaux et autres de fonctionner. Elon Musk, satellite commercial. Parce que les constellations, ça vaut entre 5 et 10 milliards.
Eh bien, les budgets de la défense, même américains, se disent on ne va pas se faire une constellation qui soit patrimoniale et exclusivement militaire, on utilisera les architectures commerciales qui sont là-haut pour faire des opérations militaires. En clair, ce que je dis souvent, puisque maintenant nous sommes un acteur aussi, nous, de l'ALEO, je dis souvent aux militaires, quand vous allez envoyer vos divisions blindées sur le front, vous n'allez pas créer votre propre réseau routier. Vous allez voir Vinci et vous lui dites « Je veux que les péages permettent de laisser passer le Charles Leclerc, je veux que tes tunnels et tes ponts supportent les 60 tonnes du Charles Leclerc, et s'il faut que je déplace mes divisions blindées, j'utiliserai l'architecture commerciale privée. » Eh bien, dans l'espace, il en est de même. Et c'est ça, sans doute, ce qui change avec le New Space. Bon, on y reviendra peut-être si on a le temps, parce que je peux tenir 2 heures, 2 jours, 3 et 2 semaines. C'est l'utilisation maintenant des architectures commerciales civiles à des fins militaires. Et entre les SATCOM qui étaient géo, qui sont remarquables, 1 terabit seconde, qui sont mis uniquement sur un porte-avions s'il y a besoin, qui suit le porte-avions pendant tout son passage, mais qui sont limités, encore une fois, dans leur empreinte au sol, par les enjeux les plus septentrionaux. Poutine, il n'est pas dit qu'un jour, il ne viendra pas nous chercher des poux dans la tête, très haut dans le nord. Les nouvelles routes de la soie, du fait du réchauffement de la planète, il y en a une qui va être extrêmement performante, c'est celle que les Chinois prévoient le long des côtes russes, les plus au nord possible. Enjeu commercial égale enjeu de sécurité. Là où il y aura des grands flux commerciaux, vous aurez des enjeux sécuritaires et donc de l'engagement militaire. Eh bien ça, les satellites en orbite géostationnaire ne pourront pas offrir les communications pour le command and control qui est essentiel aux militaires. Et seules les constellations en orbite basse peuvent le faire. Donc 5000 objets, je vous ai dit en introduction, qui sont dans l'espace. Demain, ce seront des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers d'objets. Alors vous allez me dire, aïe, 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 ça va être l'encombrement. Certes, c'est un véritable défi. Mais au-delà de l'encombrement, c'est qu'au lieu d'un adversaire de détruire un satellite géostationnaire, eh bien là, il sera obligé d'en détruire des dizaines, beaucoup plus compliqué. Et c'est comme l'Internet. Si vous cassez un nœud, vous pouvez trouver le trajet qui passera par un autre nœud. Donc ces constellations, alors pourquoi tant d'objets? Nous, on est à 1000 bornes, 1200 bornes. 600 objets. OneWeb, 600 objets. OneWeb qui est devenu une filiale de Telsat. Et nous avons, parce que c'est l'ONU qui réagit tout ça, le bread and butter de télécommunications spatiales, ce sont les fréquences. Eh bien, il s'avère que OneWeb était le premier et a des fréquences prioritaires dans la bande KU. Elon Musk, il est arrivé après. Alors, il a les poches très profondes. Là où nous, on fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires par an, lui, ça se compte en centaines de milliards. Donc, ce n'est pas la même dimension. Néanmoins, le petit Français, il essaye de contester sa suprématie. Parce que derrière, il faut bien voir qu'il y a une volonté de US Space Dominance. Autant quand j'étais militaire, mon meilleur allié, c'était des Américains. Autant maintenant que je suis dans le privé, je peux vous dire que mon pire adversaire, c'est l'Américain. Les Américains ont l'intention, comme ils l'ont fait pour l'Internet terrestre, de monopoliser l'Internet de l'espace. C'est la raison pour laquelle les constellations, elles sont américaines. Il n'y en a qu'une qui n'est pas américaine, c'est la nôtre. Mais nous, on a l'avantage d'avoir été les premiers, puisqu'en fait, c'est une constellation américaine, Chapter 11, faillite, on l'a racheté avec les Indiens et les Britanniques. Alors ça, c'est un sujet. Ah, les Britanniques, merde, c'est pas européen. Ben oui, mais les Indiens non plus. Mais c'est pas la Corée du Nord et c'est pas la Chine. C'est plutôt des gens avec qui on fait la guerre ou on pourrait être amené à faire la guerre. Tout ça pour vous dire que nous, on a 600 objets qui ont une fréquence prioritaire. Ça veut dire que nous, quand on fonctionne, c'est pas à nous d'éteindre quand un autre arrive, c'est à l'autre d'éteindre. Alors il y a une priorité qui est donnée à l'orbite géostationnaire. Donc ça veut dire que lorsqu'un de nos objets circule là où l'autre est fixe, et ben à chaque fois qu'il passe dessous, il est obligé de mettre on/off. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'objets, parce que déjà on est bas. Donc avec 3 géostationnaires, on couvre le globe. Avec l'orbite, plus elle est basse, plus il faut d'objets. Et bien nous, on a 600 objets qui font on/off à chaque fois qu'ils passent sous un satellite géostationnaire. Ça se gère. Mais Elon Musk est arrivé après, dans la même fréquence, dans la bande KU, et bien lui, il n'est pas prioritaire. Et ça veut dire que lui, parce qu'il est déjà un peu plus bas et parce qu'il n'est pas prioritaire, il a besoin de 10 000 objets. Parce qu'à chaque fois qu'il passe sous un satellite géostationnaire ou à chaque fois qu'il passe sous un satellite de OneWeb, il est obligé de faire on/off, on/off. Il est obligé de se placer dans les interstices.
Vous imaginez le troisième qui va arriver? C'est plus 10 000 objets dont il va avoir besoin. C'est peut-être 100 000 objets. Autant vous dire qu'en business plan, en termes économiques, ce n'est pas tenable. C'est pour ça que nous, on dit qu'il n'y aura pas plus de 2 ou 3 constellations en bande KU et pas plus de 2 ou 3 constellations en bande KA. Comptez. Kuiper, Amazon, KA américain. Telesat, canadien, qui est en train de se faire racheter par l'Oral américain. Hasard. KA. Boeing, qui annonce la sienne. On ne sait pas si ce sera KU ou KA. Elon Musk, Starlink, KU, présent. Nous, KU, vous avez déjà 5 constellations. Comme c'est un objet de souveraineté, les Chinois ont annoncé 2 constellations. Mais ma connaissance et mon expérience de la Chine me fait dire qu'ils ont essayé avec Kasich, le MBDA chinois, et avec la Casque, le Airbus chinois, ils ont essayé 2 systèmes, ils vont les fusionner et ils vont confier ça à la Casque. Ils auront leur constellation. Déjà 6 constellations. Il n'y a plus la place pour les autres. C'est encombré. Les Russes n'ont plus les moyens. Ils sont largués. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'à part la Chine, qui, elle, est crispée sur sa souveraineté, et les Américains qui cherchent à tout monopoliser, eh ben vous avez un petit champion, pub pour Eutelsat. C'est quelqu'un qui n'est pas américain et qui essaye de faire la chose. Mais pour revenir à notre sujet, voilà un enjeu majeur de connectivité, l'Internet de l'espace en orbite basse, qui a un usage militaire. Je continue sur la militarisation de l'espace, toujours pour l'utilisation de l'espace vers des activités au sol terrestre. Vous avez l'early warning. Alors, c'est quoi l'early warning? C'est tout simplement des systèmes qui étaient positionnés en géostationnaire au-dessus d'une zone d'intérêt. Alors, on pense à la Corée du Nord, on pense à l'Iran, on pense à la Russie, à la Chine, où ce sont des toupies qui sont équipés d'un système infrarouge. Ça coûte très cher. Il n'y a que les Américains qui peuvent se le permettre et qui permettent de voir une tache de chaleur, une source de chaleur partir. Et vous savez qu'en balistique, il suffit de prendre 2-3 paramètres de départ, et puis comme c'est une parabole, eh bien, on devrait savoir où ça tombe. Alors les Chinois et les Russes ont essayé de rendre ça plus compliqué, tels que les missiles Iskandar ou autres, où il y a des rebonds. Et donc c'est un peu plus compliqué à deviner où ils vont tomber. Mais grosso modo, l'espace permet cette alerte avancée de façon à voir le départ de missiles balistiques. Et notamment, ça rentre dans le cadre de la dissuasion parce qu'on peut penser qu'ils ont une charge nucléaire. Ça se fait depuis l'espace. Sauf si vous avez quelqu'un qui est à côté du pas de lancement et qui est capable de vous dire il est parti, il n'y a que l'espace qui permettra de le faire. Mais je reviens sur les constellations. Les constellations, elles ont été faites pour les télécommunications, l'Internet de l'espace. Je vous ai dit, nous, on a une constellation de 600 objets qui est à 1000-1200 bornes là-haut. Imaginez que chacun de ces objets, qui sont gros comme ce bureau, on y mette une petite charge annexe, une petite charge thermique, infrarouge. Eh bien, vous avez la capacité, sans vous payer un système entièrement dédié à l'early warning, eh bien, d'avoir en permanence, et pas toutes les 15 minutes, la capacité de voir tout départ de points chauds dans le monde. Ça veut dire que, et c'est mon boulot, donc je n'en fais pas mystère, moi je suis en train de sonner à la porte des ministères des armées français et européens en leur disant, vous avez vu là-haut, là, puisqu'on dit souvent les télécoms spatiales, c'est un peu comme le real estate, comme l'immobilier. On a un terrain, on a construit un immeuble qui va du Léo au Géo. Nous, on vous donne l'accès au balcon. Vous mettez ce que vous voulez dans le balcon. Vous voulez mettre du ROIM, vous voulez mettre du ROM, vous voulez mettre du truc. Allez-y, on vous fera juste payer une location. Et derrière, eh bien, vous mettez la charge que vous voulez et vous obtenez dans l'espace ce qu'on n'a jamais réussi à obtenir jusqu'à présent, c'est la permanence. En termes de renseignement, la permanence, c'est décisif. Pourquoi actuellement les militaires ils sont addictés, ils sont complètement dépendants des drones? C'est parce que l'avion, avec son pod roco, il passe vite. Il peut faire 1 tour, 2 tours, mais on est vite, parce qu'en face, ça peut se réveiller. Et puis ça fait du bruit, et puis ça se voit. Le satellite, ça circule.
CSO, ça circule. Il y a des gens qui pensent qu'avec nos satellites, on a pu voir le drame du MH17 qui a disparu peut-être en océan Indien, on ne sait pas. Ce serait un coup de chance extraordinaire. On ne voit pas, le satellite, il défile. Encore une fois, T2 sur A3 égale constante, ça tourne dans son plan. Eh bien, en ayant des constellations à 500 ou 1000 bornes, sur lesquelles vous mettez des petites charges annexes, ROIM, ROM ou autres, vous arrivez maintenant, depuis l'espace, non intrusif, à la permanence, comme un drone, qui peut rester 24 heures, 48 heures au-dessus d'un site. Ce qu'on appelle le pattern of life, où vous pouvez savoir ce que font les forces spéciales quand ils vont traquer le terroriste au Mali ou ailleurs. Le drone, il n'est pas vu, pas entendu, et pendant 24 heures ou 48 heures, il apporte la vidéo de l'endroit qu'on surveille pour savoir si tel objectif à haute valeur ajoutée y est terré, sort, avance, etc. Et bien demain, vous pourrez l'avoir avec les satellites. Donc ça ouvre des perspectives en termes de recueil de renseignements et de planification et de conduite des opérations qui n'ont jamais été atteints jusqu'à présent. Donc vous aurez compris que toutes ces activités militaires, elles sont depuis l'espace dirigées vers la Terre. Et là maintenant, le nouvel enjeu, parce que justement les opérations militaires, le succès des opérations militaires repose très largement sur ce qui se passe dans l'espace, eh bien vous aurez compris que maintenant, l'enjeu de l'adversaire, c'est de s'attaquer à ce segment spatial. Et là, on arrive maintenant à la dernière partie de mon exposé, c'est celui de l'espace exo-atmosphérique, champ de bataille. Alors, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je ne sais plus si je l'avais dit lors de mon exposé, si vous y étiez sur la Chine. J'ai commis effectivement un ouvrage en 2010 sur les ambitions spatiales de la Chine. Et je citais le général Su Chiliang, qui était le patron des forces aériennes chinoises, qui est maintenant le numéro 1 militaire à la commission militaire centrale chinoise, qui en 2007 disait « la guerre dans l'espace est inévitable ». Voilà. Et quand vous savez que la Chine est en train de contester le leadership américain, qu'elle est en train de devenir la première ou à égalité, ou peut-être la deuxième puissance, elle est déjà la deuxième puissance économique du monde, et qu'elle a des ambitions hégémoniques dans son espace à elle, mais ce sont des ambitions hégémoniques, on peut se dire, la prochaine guerre, un peu comme l'Ukraine, ça risque aussi de se passer dans l'espace. Alors, je vais faire un petit cocorico. Merci de l'avoir signalé. J'ai donc créé, en plus de mes activités salariées chez Eutelsat, j'ai créé en parallèle une chaire académique à Sciences Po Aix et avec l'École de l'Air sur le renseignement. Et mon cocorico, c'est que 24 février, donc c'était le 19 février ou je ne sais plus quoi, le samedi, je donnais cours. Et dans le cours, très théâtral, sur le renseignement et les opérations militaires, je finissais mon cours en disant à mes étudiants « Alors, Poutine, il va y aller ou il ne va pas y aller ?» Et là, la plupart des étudiants ont dit « Non, il ne va pas y aller. » Et là, j'aurais dit « Mais vous n'avez rien compris, je recommence mon cours, il va y aller pour telle raison. » Autant vous dire que le 24 février, j'ai reçu une cascade de mails au grand maître. C'était mon heure de gloire. Bon, tout ça pour dire aux étudiants que si un jour vous voulez faire un master spécialisé sur le renseignement, l'an prochain, à Aix, vous avez des gens qui ne sont pas plus cons que les autres, en tout cas ceux qui sont sur les plateaux télé. Et pourquoi je disais ça? Alors je disais ça parce que j'avais un biais historique. J'étais aux affaires à l'époque de la Géorgie, j'étais aux affaires à l'époque de la Crimée, donc en plus avec les Jeux Olympiques, il y avait tellement de concordance de choses, et puis encore une fois, les Américains, pour la première fois, avaient tout mis sur la table, donc il suffisait de regarder et de comprendre. Mais j'avais quelques semaines avant, alors pas avec les mêmes étudiants, avec d'autres, puisqu'en parallèle du master spécialisé, on a un certificat, j'avais expliqué à mes étudiants qu'avec tout le respect que je dois à notre chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui disait « il faut gagner la guerre avant la guerre », avec tout le respect que j'ai pour lui, je disais « mais malheureusement, la guerre, elle a déjà commencé ». Elle a déjà commencé d'une façon hybride. Et j'étais persuadé, convaincu, que l'affaire des migrants en Biélorussie annonçait quelque chose de plus grave. En clair, je vous montre que je peux être particulièrement nuisible avec vous en jouant avec les migrants que je fais passer de la Biélorussie à la Pologne, bref, dans l'Union européenne.
Mais plus que les migrants, mais c'était pour illustrer devant mes étudiants ce qu'on appelle une guerre hybride. Une guerre dans tous les champs de confrontation. Les migrants avec la sécurité intérieure, les gardes frontières. Mais souvenez-vous, le 13 ou le 14 novembre, qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Ils ont fait un tir anti-satellite. Donc ils voulaient montrer, Poutine, j'étais persuadé et convaincu, maintenant j'en suis encore plus, que dès novembre, il était en train de nous montrer qu'il est capable, il a un très haut degré de nuisance vis-à-vis des Occidentaux et de l'Union européenne, en provoquant un essai anti-satellite. On ne comprenait pas pourquoi, l'analyse. Les Russes avaient fait 10 essais sans aller jusqu'à la collision, à la création de débris. Ils avaient montré qu'ils étaient capables. Il n'y avait plus besoin de remontrer ça. Hasard, le 14 novembre ou le 13 novembre, je ne sais plus, il fait un essai anti-satellite avec collision, avec création de débris. Or, le pire qui puisse exister dans l'espace, c'est la création de débris qui, par réaction en chaîne, risque de faire tout péter. Comment s'appelle ce super film là où on voit les débris qui viennent cogner la station spatiale et autres. Il faut savoir qu'un débris, il n'y a pas besoin. Vous savez alors moi j'ai un chalet en Haute-Savoie, un reblochon satellisé, il vous perce n'importe quel blindage au monde. Parce que ça va très vite là-haut. Ça va très vite et ça accumule de l'énergie. Une écaille de peinture, ça peut vous foutre en l'air un satellite. Il y a quelques mois, on a eu un satellite qui est parti en vrille. On l'a récupéré, etc. Nous, Eutelsat, en géostationnaire, on est persuadé que c'est un tout petit morceau de météorite ou autre qui a tapé un panneau solaire et qui a fait que le satellite est parti en vrille. Donc il a fallu des jours pour le récupérer. N'importe quel petit débris, c'est un cauchemar dans l'espace. Pourquoi les Russes, en novembre, faisaient ça alors qu'eux-mêmes avaient condamné les Chinois en 2007, lorsque les Chinois avaient fait leur essai? Entre-temps, les Indiens en ont fait un. Donc, pour revenir sur le champ hybride et pour revenir sur l'espace, militarisation de l'espace qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est que pour moi, tout avait commencé dans la démonstration de force et de nuisance de Poutine par cet essai anti-satellite, ajouté à la crise des migrants de la Biélorussie vers la Pologne, et puis avec ce que vous avez vu, l'opération spéciale le 24 février. Alors, je voudrais revenir très rapidement avant de passer aux questions, parce que ça va vite. L'espace exo-atmosphérique ou extra-atmosphérique, notion compliquée, notion très compliquée. Je ne suis pas marin, je suis aviateur, mais je pense que l'analogie la meilleure entre l'espace exo-atmosphérique, c'est sans doute celle de l'espace maritime. Parce qu'il y a des zones où on fait n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi, on est libre, c'est pas intrusif. Alors, bon, l'espace maritime, il est international en haute mer. Il y a les zones économiques exclusives qui ont quand même quelques règles. Il y a aussi les eaux territoriales. L'espace, il n'y a pas tout ça, mais il y a aussi quand même des contraintes. Il y a des contraintes, je parlais des fréquences par exemple. Un pays a des droits en fréquence. Donc là où on est prioritaire sur Elon Musk, par exemple, avec notre constellation, on est à égalité aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ils peuvent privilégier leur opérateur. Mais partout ailleurs dans le monde, c'est nous qui avons la priorité et Elon Musk sera obligé d'éteindre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un espace qui n'a pas de conscience propre. J'allais dire, la haute mer, l'espace, ça peut être bénéfique ou maléfique, ça dépend de l'homme. Et il ne faut pas être pessimiste, mais moi je suis un peu réaliste et je n'ai pas connu un milieu dans lequel l'homme, à un moment donné, n'est pas arrivé à la confrontation. Le problème qu'on a avec l'espace, c'est que l'espace, il exige une certaine maîtrise, mais comparé, c'est un peu la maîtrise qui était celle du début de l'aviation au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, avec du papier, de la ficelle et du bois, on volait, mais on n'était pas capable de tirer 10G positif ou 5G négatif. On n'était pas capable d'aller à Mach 2 et puis de suivre le terrain comme on le fait. Donc la maîtrise, je pense que dans quelques années ou décennies, on arrivera à mieux maîtriser et on ne sera pas forcément complètement soumis aux lois de Kepler. Parce qu'actuellement, dès qu'on envoie quelque chose là-haut, on est soumis à l'attraction terrestre et puis aux lois de la mécanique spatiale. Mais ça peut éventuellement changer. On peut changer un objet de plan orbital. On lui donne une impulsion et maintenant, entre la propulsion chimique et la propulsion électrique, on est capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant.
Je voulais aussi rajouter, pour fixer les choses, c'est mon camarade, le général Jean-Marc Laurent, qui parle d'interespace. L'espace aérien, c'est 25-30 bornes. En clair, c'est tant qu'un moteur ne s'éteint pas, quoi. Un moteur d'avion ne s'éteint pas. Les premiers objets orbitaux, c'est 180 bornes, 180 km. L'interespace que Jean-Marc Laurent appelle, c'est entre ces 30 et ces 180 km. Mi-avion, mi-satellite. C'est un peu compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là-dedans, il y a un manque de manœuvrabilité. Et donc, c'est un domaine, c'est un espace un peu particulier. Mais en termes militaires, quand on y regarde, 180 bornes, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Et donc, beaucoup d'objets sont finalement à la portée d'action, non plus de l'espace vers la Terre, mais d'action de la Terre vers l'espace ou de l'espace vers l'espace. Mais il n'y a pas une orbite qui échappe. Il n'y a pas de moyen de se dissimuler dans l'espace. Pas moyen, sauf peut-être à se glisser derrière un autre satellite. Vous rigolez, mais c'est ce qui se fait déjà. Là, actuellement, vous avez comment il s'appelle ? X-37B. Le système américain X-37B, c'est le système le plus évolué en termes de visite des orbites. Mais les Chinois, Shetian 12, Shetian ça veut dire expérimentation, 14, et le dernier, 21, c'est des objets qui vont se promener à côté des autres satellites. Sous prétexte, je fais le nettoyage, je vais nettoyer les débris que j'ai provoqués en 2007. Non. Ça peut être effectivement un éboueur de l'espace, ça c'est le côté bénéfique des choses, mais vous imaginez bien que si vous allez choper un objet dans l'espace, rien ne vous empêche d'aller choper l'objet de votre adversaire. Il n'y a même plus besoin de faire une collision. Il y a peut-être carrément le moyen de le capter. Et ça, la France a fait le choix, avec la ministre des Armées, Florence Parly, de faire la publicité sur le satellite russe Louche-Olympe, qui visite l'orbite géostationnaire. Il visite l'orbite géostationnaire pour quoi faire ? Pourquoi faire ? J'ai commandé la 54e escadre de renseignement air. C'était une escadre qui avait des avions dits espions, mais qui ne sont rien d'espions, c'est des avions qui ont des moyens d'écoute. Et puis j'avais des stations sol. Et j'avais aussi une expérimentation satellite. Il suffit de mettre une antenne au sol et vous pouvez, enregistrer toutes les télécommunications qui tombent du satellite, dès lors que vous êtes sous la tâche du satellite. À quoi ça sert d'envoyer un satellite à côté d'un satellite de télécommunication, puisque ça se passe en géostationnaire, puisque vous pouvez faire la même chose avec une petite gamelle depuis le sol. Je faisais ça depuis Metz avec 3-4 sous-officiers passionnés et qui rapportaient beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est maintenant dans les livres, combien d'adversaires, terroristes ou autres, se sont fait dégommer parce qu'à un moment donné, ils ont pris leur téléphone Iridium ou Touraya, ils l'ont porté à l'oreille pour dire salam alaikum, et là, boum, ils se sont fait taper dessus. Voilà. Donc, c'est interceptable, c'est très facile. Alors, pourquoi on envoie des objets là-haut ? Peut-être parce qu'on veut savoir sa couleur. Est-ce qu'il est américain ? Est-ce qu'il est français ? Est-ce qu'il est seul ? Est-ce qu'ils sont plusieurs ? Est-ce qu'il y en a des cachés ? Parce que dans une orbite géostationnaire, vous avez un cube qui vous est réservé, tous les 0,5 degrés, mais vous pouvez mettre autant de satellites que vous voulez dès lors que vous les pilotez. Et vous pouvez en mettre des qu'on n'annonce pas. Les Américains qui ont l'exclusivité presque en ce moment de la SSA, de la Space Picture, par exemple, très longtemps, ils ont mis les satellites français en ligne, et puis à un moment donné, la France a dit stop, on ne veut plus que vous mettiez nos satellites en ligne. Donc ils ont arrêté de mettre nos satellites en ligne. Mais il y a plein de satellites américains qui ne sont pas en ligne, on ne sait pas où ils sont. Puis hasard aussi les satellites israéliens, il y a un accord entre Israël et les États-Unis pour ne pas dire où sont les satellites israéliens. Mais tout ça pour dire que pourquoi on met un objet là-haut, c'est peut-être pour savoir s'il n'y en a qu'un ou de quelle nationalité, et puis savoir aussi peut-être comment fonctionne sa télécommande. Est-ce qu'elle est chiffrée ? Si elle n'est pas chiffrée, ça va être facile, on va pouvoir en prendre le contrôle quand on voudra. Si elle est chiffrée, quel type de chiffrement ? Chiffrement type militaire ou chiffrement type civil ? Ah, il a un chiffrement type militaire. Eh bien, c'est un satellite qui est annoncé civil avec un usage militaire. Et ils sont en train de dresser comme ça l'ordre de bataille spatiale pour que le jour où il y aura une guerre de haute intensité, on commencera d'abord par taper les satellites dont on sait qu'ils sont essentiels pour le commande et le contrôle de l'adversaire. Alors, je disais qu'il n'y a pas une orbite qui est à l'abri, orbite basse, orbite moyenne ou orbite haute. Toutes
peuvent faire l'objet d'un test anti-satellite cinétique avec un missile, ou d'un brouillage, ou de toute autre forme, avec des lasers pour éblouir. Ce que je voulais dire, et je m'arrêterai là-dessus, même si j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, c'est que l'utilisation de l'espace à des fins militaires, c'est un fait. C'est un fait. Il n'est pas la propriété des deux plus grandes puissances, Amérique et États-Unis, Amérique et Chine. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'espace. Tous ne sont pas capables de mener une guerre dans l'espace, parce que l'alpha de toute stratégie spatiale, c'est d'abord savoir. Et là, il y a un enjeu, c'est ce qu'on appelle la SSA, la Space Situational Awareness, c'est de pouvoir construire la situation spatiale, pour savoir, comprendre, décider, agir. Et ça, c'est l'objet de la stratégie de défense spatiale de la France, c'est considérer qu'on n'y échappera pas, l'espace exo-atmosphérique ou extra-atmosphérique sera un milieu de confrontation, et que pour pouvoir, encore une fois, mener des actions, se protéger ou attaquer, eh bien, le début de tout, ça sera construire l'image à travers des capteurs qui seront aussi bien là-haut qu'en bas. Et derrière, on envisagera d'autres formes. La France se permet tout, sauf de créer des débris. Sauf que la France, eh bien, l'Inde, la Chine, la Russie ont montré que eux, créer des débris, ce n'était pas forcément leur principale préoccupation. Je m'arrêterai là parce qu'on pourrait continuer des heures et je suis ouvert à des questions si vous en avez.